Bonjour, bienvenue à tous dans ma série de vidéos Restez bizarres où je vais vous présenter ce que j'ai trouvé, ce que j'ai chiné ou alors ce que j'ai acheté en disquaire ou même en ligne. Donc ces vidéos-là seront assez classiques, on va dire, par rapport à ce que propose déjà la Vici française. Et puis j'aimerais bien par extension, si je continue à faire ce format-là, proposer aussi des petites vidéos thématiques en fait sur des sous-genres ou alors des scènes précises ou même des villes ou des pays. Voilà. Donc ça, ce sera sous un autre nom que je trouverai bientôt. Voilà, donc c'est ma première, donc j'espère que vous serez indulgents, ça va être un petit peu à l'arrache. Surtout que j'ai absolument rien préparé ce que je vais dire sur les disques. Voilà, je vais sans doute dire des grosses conneries. Donc les commentaires sont là pour rectifier ce que je pourrais dire de faux. Donc on va commencer par un disque que j'ai chiné en fait cet été, là pendant mes vacances. J'étais pas très loin de Lyon, on va dire à 2 heures de Lyon, là dans la Drôme. Et c'est un disque que je ne connaissais pas en fait, qui m'a tapé dans l'œil de par sa pochette, voilà. Donc Marcel Godard, Espace. Et donc ce qui m'a aussi tapé dans l'œil en fait, principalement, c'est le label Arc-en-Ciel qui est là. Où en général, voilà, moi quand je tombe sur des disques de ce label-là, j'ai tendance quand même à prendre assez spontanément quand je vois que le line-up est intéressant ou qu'il y a des instruments un peu hors du commun ou des durées de morceaux qui donnent l'impression en fait que le disque va aller un petit peu en longueur. Et là, bon, au niveau du visuel, vous voyez quoi, ça ressemble un peu à des disques de librairie, quoi, de librairie musique, d'illustration sonore, voilà. Et autant vous dire que j'ai pas été déçu parce que c'est une espèce de disque à la limite de l'ambiance, joué sur une harpe avec beaucoup d'effets, voilà. Et c'est un disque qui coûte rien. C'est vraiment genre de disque de bac à solde ou d'Emmaüs, voilà, que vous pourrez peut-être trouver euh, dans ce genre de conditions. En tout cas, c'est pas la peine de mettre même 10 balles dans un disque comme ça. En fait, c'est des disques qui valent bien moins. Et donc, je vous le conseille, Marcel Godard, voilà, Espace. Et du coup, en retour de vacances, j'ai un peu fait des recherches sur le bonhomme. Et je suis tombé en fait sur une vidéo de Dish qui avait déjà en fait uploadé quelques morceaux. Et donc c'était un disque qui avait déjà été trouvé et déjà été mis en avant par Dish, qui est excellente chaîne d'ailleurs que je vous conseille. Voilà, Marcel Godard. Donc la suite, on va passer sur les disques africains. Donc la Toto Guillaume, donc c'est un disque d'un guitariste. Je voudrais pas me tromper pour ce qui est du pays. J'aurais pu me renseigner avant. Bon, toujours est-il que voilà, c'est un de ces disques, on va dire, du début. Euh, il est hyper dansant, hyper efficace, voilà, avec vraiment un riff de guitare extrêmement répétitif, très mélodique, voilà, un peu ce qui est quand même assez recherché en général dans ce type de 10-70s de ce continent. Et voilà, je ne connaissais pas avant de l'avoir chiné et j'ai pas été déçu, c'est absolument génial. Donc j'ai pas grand chose à dire dessus, je suis désolé, comme je vous disais, j'ai vraiment pas préparé ma vidéo, mais bon, vous m'en voudrez pas. Donnez-moi des infos dans les commentaires si vous en avez. Ensuite, ça c'est un disque qui m'a été
vendu par un ami, Tom, un ami à Paris, qui l'a trouvé à Paris en fait. Voilà, ça fait partie de ces disques un peu incontournables que je cherchais depuis très longtemps. Ceci dit, à Lyon, c'est quand même assez compliqué de trouver des disques de ce type euh, facilement. Ils seront déjà en fait en magasin généralement, puisqu'il y a quand même des collectionneurs assez pointus sur ce genre de son. Euh, alors, on y à bord, c'est un. Ça, ça ressemble exactement à ce que la pochette pourrait donner. C'est-à-dire, c'est un projet c'est un projet solo, quoi, avec boîte à rythme, beaucoup de synthé, des morceaux vraiment à rallonge, pas mal de chœurs féminins. Voilà, ça dégage juste une positivité et vraiment un côté libre qui est assez rare en fait moi je trouve dans beaucoup de disques voilà et ce disque là voilà il est assez imparable en fait dans le genre et je suis très content d'enfin pouvoir en avoir une copie et pour un disque africain c'est plutôt en bon état on va dire voilà le disque est pas trop abîmé en tout cas le vinyle en lui-même, il est en très bon état. La pochette est un petit peu déchirée sur le dessous et sur les côtés, mais sinon, il est quand même globalement correct, on va dire. Ensuite, alors, on retourne en France avec Hameçon, voilà, un disque que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps non plus, il y a peut-être 2 semaines. Voilà, c'est vraiment un disque typique de cette scène française qui a à la fois un pied dans le jazz, à la fois un pied dans l'impro, un pied dans la musique progressive. En tout cas, voilà, le label actuel, donc, que vous connaissez sans doute, c'est un peu un bon marqueur, une bonne indication de ce que potentiellement ça peut renfermer en termes de son. Là, ça joue à mort. Et en même temps, il y a un petit côté aussi amateur par rapport plus à la prod, par rapport au son général et et au côté assez improvisé finalement de certains passages de la musique. Voilà. En tout cas, je trouve que c'est exactement une carte postale du son français des années 70. En tout cas, c'est un son que vous verrez, moi, je, j'affectionne particulièrement. Donc voilà, Hameçon Catalyse, qui est un disque qui n'est pas si courant en fait à trouver, donc j'étais assez content de le trouver au détour d'un bac ici dans ma ville. Alors, le prochain disque, c'est un disque, moi je pourrais presque qualifier de proto. En fait, c'est un disque de musique électronique carrément. L'approche en fait, c'est Bernard Zajner, Some Days Take Forever. Et son approche, on va dire, est extrêmement minimaliste et assez frontale. Donc il y a un côté en fait proto-techno sur ce disque que je trouve assez intéressant. Je ne suis pas un grand spécialiste de musique électronique, à part la musique des années 60-70 et un tout petit peu du début des années 80. Je ne suis pas du tout voilà, quelqu'un qui a écouté de la house ou qui a écouté de la musique électronique dans les années 90. Voilà, je préfère vous le dire tout de suite. Après, je m'y intéresse, en fait, par extension, par le son que ce type de disque qui m'intéresse, moi, pour cette période, m'amène à. Forcément, j'arrive toujours à y voir des connexions et des ponts avec des choses plus modernes. Voilà. Et ce disque, il a presque un côté menaçant, en fait, dans certains morceaux. D'autres morceaux sont un tout petit peu plus éthérés, on va dire. En tout cas, voilà, j'essaierai de vous mettre quelques petites vidéos d'illustration, mais il y a des photos en insert où on le voit avec tout son matériel analogique qui l'entoure et qui est quand même
Voilà, on voit que c'est un projet de studio assez où il y a mis vraiment du sien. Voilà. Alors le prochain disque, c'est Toshimi Mikami avec l'album Kuimai, donc Organic Music Volume 1. C'est un disque voilà, d'ambiance japonais, tout ce qu'il y a de plus incroyable, à la fois très très classique dans ce qu'on peut s'attendre en fait du son ambiante japonais. Et en même temps, voilà, pour moi, c'est un espèce d'impondérable du genre. Et j'étais très content qu'un, qu'un, qu'une connaissance qui habite au Texas, en fait, veuille le rééditer. Et il en a fait vraiment un pressage extrêmement confidentiel. Il y a très très peu de copies qui sont arrivées en Europe. J'ai réussi à en récupérer une voilà, à temps. Alors son label, pour vous dire, c'est Night Rhythm Records. Et il me semble qu'il y a encore peut-être un ou deux magasins en ligne à Londres qui devraient l'avoir. Après, voilà, faut payer les frais de douane. Ça douille. Et là, dans le petit plus, en fait, pour l'anecdote, hein, parce que je le sais puisque la personne qui l'a sorti me l'a dit, ces photos qui sont en insert, c'est pas du tout des photos du Japon. C'est des photos en fait de la personne qui a sorti le disque, voilà, du label. Et donc c'est un peu lui pour lui une espèce de tribute à la nature qui entoure la ville. Je crois qu'il habite à Austin, il me semble. Mais bon, il se balade beaucoup autour d'Austin. Et voilà, il avait à cœur de mettre un peu de sa nature dans un disque qui est par essence vraiment une musique à la fois synthétique mais extrêmement naturelle. En fait, qui donne l'impression de marcher dans des champs autour de rivières. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté-là que certaines musiques ambiantes peuvent donner en fait, ces sensations de lieux géographiques assez prégnants. Voilà. Prochain disque, alors là on part vraiment à l'opposé totalement de l'ambiance. On est même complètement sur quelque chose d'extrêmement bruyant. Donc Ripcord, en fait, c'est un groupe de hardcore anglais. Voilà, le hardcore anglais, on parle beaucoup du. Quand je dis hardcore, ça sera hardcore punk, hein. Donc quand on parle de hardcore, punk, on va dire, généralement on pense à la scène américaine des années 80 avec Minor Threat, Black Flag, Adolescence, ou les groupes un tout petit peu plus violents, en tout cas un peu plus vénères, comme Verbal Abuse, ou des groupes comme ça. Et en fait, la scène anglaise des années 80, elle avait quelque chose d'assez vivace, d'extrêmement intéressante. Euh, et elle est assez peu évoquée, généralement. Voilà. Ripcord fait partie vraiment de ces groupes importants de cette scène. Euh, Ils ont aussi, enfin, à l'instar de Electro Hippies ou un groupe qui lui, par contre, un petit peu plus connu, qui s'appelle The Stupids, qui a, euh, qui a fait des pitch sessions. Voilà, la raison pour laquelle ces groupes-là aussi sont un tout petit peu connus par les gens qui grattent la musique anglaise, on va dire. Et donc je suis très très content. Ce disque, je l'ai eu aujourd'hui, voilà, par mon ami Rémi, qui a vendu des disques de sa collection. Et d'ailleurs, on va continuer. Je vais vous présenter ce que je lui ai pris en fait aujourd'hui, ce matin en l'occurrence. Donc le prochain disque, c'est une compilation. Alors voilà, vous allez pas mal voir, je pense, de compilations ici sur cette chaîne. Euh, Après, moi, j'ai une approche de la compilation qui est,
j'ai des compilations modernes, on va dire, qui ont été faites ces 20 dernières années, on va dire. Mais j'aime, moi, les compilations sorties du vivant de ces groupes, en fait, et qui sont un peu des espèces de témoignages à l'instant T d'une scène, vraiment de quelque chose d'assez immédiat, et c'était comme des espèces de cartes de visite, une espèce de panorama à la fois pratique pour ces groupes-là de faire passer leur musique, et sur un format qui était quand même assez peu cher pour l'époque, parce que maintenant évidemment certaines de ces compilations sont un peu onéreuses, notamment celle-ci, voilà, mais que j'ai pu avoir pour un prix vraiment plus que décent. Et la petite anecdote, c'est que ce disque-là, donc c'est une compilation d'Orange County, en fait, de 1980. Elle prédate, on va dire, un peu toute la scène qui arrivera après, avec D.I., Adolescence, Ricanu Solo. Et elle fait un mélange à la fois de musique électronique post-punk et de groupes power pop, punk hardcore. Et notamment, j'ai pris principalement cette compilation, puisqu'il y a là le premier enregistrement discographique de Rick Agnew et Kazé Royer, qui seront plus tard dans DI et pour certains dans Adolescence, et feront des disques solo également. Et un groupe qui s'appelle The Detours, et qui joue un morceau qui s'appelle Hang Ten at East Berlin, qui est le tube que chacun de ces groupes va reprendre, ou en tout cas continuer de faire perdurer dans chacune des incarnations avec plusieurs noms. Et donc voilà, pour moi c'était vraiment remonter le fil historique de ce morceau, et avoir voilà, cette compilation qui en est le témoin. Alors là, on va sur un de mes groupes favoris, on va dire, le groupe Chrome. Donc ça fait partie aussi des disques que j'ai chopé à mon pote ce matin. Le Blood on the Moon. Donc ça, c'est un original anglais. Bon, peu importe. Toujours est-il que c'était un des rares que j'avais pas encore dans mes disques de Chrome. Voilà, Chrome, c'est la définition même musicalement d'un ovni, en fait. À la fois, OVNI, ça leur va très bien, puisque c'est un peu une musique de l'espace, c'est un peu une musique qui emprunte à la science-fiction, mais aussi au collage, au cut-up, à Burroughs, vraiment, c'est une musique aussi qui mine de rien, transpire vraiment la drogue. Il n'y a pas d'autre mot. Vraiment une musique extrêmement inventive, et à la fois précurseur de pas mal de courants, quoi. En fait, Chrome, à partir d'un moment, c'est presque de la musique électronique. C'est même considéré par certaines personnes comme ceux qui ont on va dire, défini un peu la patte de ce que donnera l'Indus plus tard. Voilà. Sur des disques, un peu celui-ci, et sur des disques plus tardifs encore. Voilà. Et ensuite, voilà, chacun fera des carrières solo, certains décéderont. Enfin, l'histoire de Chrome, je remettrai des disques, d'autres disques. D'ailleurs, je vais en remettre un tout de suite après. Mais il y a tellement de choses à dire et tellement voilà, de choses à couvrir que j'en remettrai forcément dans cette chaîne. Donc, du coup, le disque d'après, eh ben, vu que j'ai chopé celui-ci, je me suis réécouté The Visitation de Chrome, en fait, qui est le premier. J'avais envie de le réécouter pour une raison toute simple, c'est que j'étais pas sûr finalement de le trouver à mon goût aujourd'hui, parce que c'est leur premier, il doit dater de 75 je crois, et c'est un disque qui a un petit côté qui est vraiment différent du reste de leur
de leur discographie. À partir du deuxième album, ils sont déjà sur un autre délire, les choses sont beaucoup plus libres. Là, The Visitations, on est moins dans le cut-up, on est loin dans les bandes trafiquées, dans les morceaux un peu improvisés, voilà, qui arriveront plus tard. On est plus sur une musique 70s, assez, entre guillemets, classique, mais c'est pas finalement si classique, mais légèrement dévoyée, voilà. On sent que les choses vont arriver très prochainement, mais c'est pas encore là complètement là. Toujours est-il que j'ai trouvé ça absolument génial en considérant que voilà, c'est un premier album et presque un peu à part de leur discographie. Voilà, je le garde. Et puis au-delà de ça, c'est un disque que je garde parce que ça, c'est le deuxième press. Il n'est pas fait main, mais il a été sorti par le groupe à l'époque. Voilà, il a ce côté presque private press. En tout cas, on sent le côté DIY. Le vrai pressage original qui était sorti l'année d'avant, lui, toutes les pochettes sont uniques, faites main, avec, je crois, un dessin ou une peinture sur chaque pochette inédite. Et bon, celui-là, on peut même pas espérer pouvoir se le payer un jour, à moins de revendre la bagnole. Et voilà, donc Chrome, comme je vous disais, je vais en parler quand même plutôt souvent de ce groupe-là qui est important dans dans ma construction, on va dire, musicale. Alors, prochain disque, là on est sur du lourd de chez lourd. Alors donc, bon, si vous connaissez un peu ma chaîne, vous savez que je suis vraiment à fond de musique française des années 70, 80. En tout cas, je suis tout le temps en train de rechercher des private press français ou alors des disques un petit peu confidentiels, voilà, des disques qui pour moi ont par essence euh, un côté extrêmement DIY, c'est-à-dire quelque chose qui est fait main, que ce soit dans la conception du disque, dans la pochette, dans l'artwork, dans la manière de l'enregistrer également. Voilà, enfin, j'essaye vraiment de me focaliser là-dessus. Donc, je sors des compiles, cassettes. J'ai aussi fait une réédition récemment là, de Marella Land, qui est un petit peu plus folk, qui est un petit peu moins dans la musique, on va dire, un peu bizarre du nom de mon label, France Bizarre. Mais là, pour vous dire, ça c'était un peu mon Graal personnel. Un petit fond de rouge. Voilà, le nom vous fera dire qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que c'est que ce disque de chansons, voilà, peut-être même limite un peu chanson paillarde. Et en fait là, on est sur, comme je disais, que Hameçon était une carte postale des années 70. Celle-ci, c'est vraiment la carte postale de l'art rock ou de l'art folk euh, contestataire des années 70 en France. On est sur une musique inventive, à la limite de l'expérimental pour certains passages. Il y a de la guitare, 12 cordes, des synthétiseurs, des bruits, un petit peu de musique concrète, de la poésie, du spoken words, des chansons assez classiques qui sont à la limite du raga, on va dire. Enfin, il y a vraiment un côté fourre-tout dans ce disque, mais il n'y a pas un moment à jeter. C'est vraiment incroyable. Et donc, c'est un disque, bon, je vous cache pas, qui est assez rare, mais voilà, j'aurais mis du temps à le trouver. J'aurais mis de l'énergie, je me serais battu pour l'avoir. Et je l'ai enfin. Je suis extrêmement content. A priori, j'ai entendu parler d'une éventuelle réédition prochaine, voilà, de ce disque-là. Donc, dans tous les cas, il sera disponible bientôt. Et aussi, il est disponible sur YouTube. Vous pouvez l'écouter évidemment sur des plateformes comme Spotify ou Deezer. Il n'est absolument pas disponible. Mais il est en écoute intégrale sur YouTube et je vous conseille d'aller y jeter une oreille parce que ça fait vraiment partie des fondations voilà, des disques
des disques Private Press français, voilà, un petit fond de rouge. Ensuite, on va se lancer un peu dans le jazz. Donc, en fait, ce disque-là, Technique 12 de François Jeannot, je l'avais découvert par le biais d'une vidéo de Dish encore. Merci à lui, qui avait un peu fait une petite vidéo rétrospective des disques pas très chers et ou de jazz français où ça joue à mort, en fait. Où vraiment techniquement, ou en tout cas, même au niveau de l'énergie, de ce que ça dégage, bah, ça bouge. Voilà, il se passe quelque chose. J'ai eu la chance de le trouver pour 10 balles en magasin. Et donc, j'ai pas regretté une seule seconde, puisqu'effectivement, voilà, ça sonne, ça joue. C'est absolument ce que j'attends d'un disque de jazz aujourd'hui, voilà, euh, dans ce que j'aime moi en termes de son. On est vraiment sur du jazz français des années 70, assez aventureux. Et donc, quasiment à peine quelques jours après avoir trouvé celui-ci, j'ai trouvé son autre album, donc Éphémère, qui est un petit peu plus, qui est quelques années après, il me semble. Et c'est un disque où on sent que voilà, là, il est plus exactement dans le jazz post-bop ou enfin voilà. Corrigez-moi parce que je suis quand même pas un spécialiste de jazz au point d'avoir peut-être les bons termes. Mais François Jeannot, là, joue principalement du sax, mais aussi énormément de synthétiseurs. Voilà. Là, il y a du Oberheim. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Philippe Catherine en fait à la guitare, l'autre Philippe Catherine, hein, celui des années 70, le jazzman. Il y a qui d'autre sur ce disque? Il y a Aldo Romano à la batterie. Et il y a également. Et il y a aussi Henri Texier voilà, sur ce disque. Donc voilà, un excellent disque qui part un tout petit peu plus dans l'expérimentation avec des sensibilités un petit peu plus synthétiques. Voilà. En tout cas, ces deux disques, le FMR et le Technique douce, c'est des disques qui se complètent extrêmement bien en termes de panorama de ce que le jazz français des années 70 pouvait donner. Voilà. C'est un bon complément par exemple à des disques. Vous rajoutez un disque de Tolo par exemple, encore plus expérimental, et là vous avez vraiment. Et un disque de Tusk pour aller dans le free jazz. Et vous avez vraiment un panorama, si vous ne connaissez pas le jazz français, qui pourrait en fait vous donner des pistes. Voilà. Ensuite, donc, ben, quasiment en même temps que j'avais trouvé ces disques de Jeannot, j'avais trouvé ces disques de François Faton-Cahen. Donc là, c'est un disque qui est sur Le Chant du Monde. Donc voilà, des disques qui sont très faciles à trouver. Là, c'est un live, voilà, on va dire de piano, d'orgue improvisé. Il y a des morceaux assez classiques, on va dire, de piano solo. Et puis des morceaux un petit peu plus expérimentaux, un peu plus répétitifs, un petit peu plus, voilà, moi je trouve intéressant, voilà, pour ces quelques morceaux-là, un petit peu plus longs, un peu plus sur la durée, j'y trouve un peu plus mon compte. Voilà, donc François Faton-Cahen, c'était le premier claviériste de Magma, qui ensuite a joué dans énormément de formations différentes et a surtout fait une carrière solo assez conséquente. En tout cas conséquente, pas en termes discographiques, mais en tout cas en termes de concerts donnés. Et donc quelques jours après, j'ai trouvé cet autre album où les pièces sont un peu plus courtes. Voilà, il y a un peu plus de morceaux sur ce disque-là. Tendre piano solo. C'est un tout petit peu moins improvisé. Voilà, on sent que les morceaux ont été écrits, mais c'est une autre facette du bonhomme, donc c'est assez intéressant aussi. Voilà, jetez une oreille, c'est aussi très facile à trouver en ligne. De toute façon, tout est aujourd'hui assez facile à trouver en ligne. Voilà. Prochain disque.
Voilà, bah là je peux remercier un autre YouTuber de la VC française qui s'appelle Stunty, qui avait passé en fait ce disque de Zina. Enfin, c'est pas un disque de Zina, c'est le nom du film est Zina. C'est une BO de film. Il avait passé un extrait de la phase B et pendant un de ses lives du vendredi que je vous conseille d'aller voir sur sa chaîne Stunt Rock Confusion. Et la face A est très classique, on va dire. En tout cas, moi, j'ai pas énormément trouvé mon compte. Voilà, c'est une BO de film assez orchestrale. Et là, la phase B, c'est des dialogues du film avec des passages un peu ambiantes, des esquisses, on va dire, de musique presque industriel ou en tout cas quelque chose d'extrêmement prenant en fait sur toute la longueur de la face sans coupure. Donc ça doit durer 25 minutes à peu près et c'est un vrai trip, voilà. Et c'est un disque qui coûte pas grand chose, bon, qui se trouve je pense pas si facilement que ça en France, en tout cas en Angleterre. Si vous passez en voyage, j'imagine que vous allez pouvoir le trouver facilement. J'ai pas vu le film, voilà, je voulais le voir avant de faire la vidéo. J'ai pas eu le temps, je le ferai bientôt et on verra ce que ça donne. Alors, le prochain disque, c'est un disque de house music. Alors, du coup, voilà, je vous avais dit que c'était pas trop musique électronique, mais par extension, je m'y mets un petit peu. Là, on est sur un disque d'un groupe, puisque c'est véritablement un groupe, en tout cas c'est un duo, qui s'appelle Pale Blue, qui est, euh, qui est constitué de Mike Simonetti, en fait, qui est un DJ qui est aussi à la tête de plusieurs labels. D'ailleurs, je vais essayer de vous retrouver le nom des labels. Il était Mike Simonetti, il s'occupait du label Troubleman Unlimited et Italian Do It Better. C'est un DJ voilà, qui est à la base du New Jersey. Je crois qu'il a déménagé à Los Angeles et du coup il a fait ce groupe qui est une espèce de mélange entre de la house, vraiment à l'ancienne on va dire, et du shoegaze. Voilà. Lui, il définit ça un peu comme si Slowdive voilà, faisait de l'électro. Et donc ça, ce 12 pouces, c'est un 12 pouces exclusif. Il a dû en faire 100, je pense, avec un remix en face B par un autre DJ dont j'ai perdu le nom. Je suis désolé, j'ai rien préparé. En tout cas, la chanteuse donc, qui s'appelle Liz, Liz Vinny, euh, elle fait absolument tout le sel, je trouve, en fait, des morceaux de Pale Blue, avec vraiment un côté extrêmement éthéré, à la fois extrêmement nostalgique et extrêmement beau. Donc Mike a été assez adorable pour me rajouter en fait le premier album, leur premier album qui était un double LP gratuitement en cadeau dans le colis. Voilà. J'ai pas encore eu trop le temps de l'écouter, mais voilà, c'est exactement dans les clous de ce il a toujours fait avec ce projet-là. Toujours voilà, le mélange shoegaze house comme je vous disais. Et du coup, ça m'a permis de ressortir cet album-là, en fait, qui était sorti que je me trompe pas, il y a 2 ans, je crois, voilà, et qui est le disque où j'ai découvert en fait le groupe là, Maria, avec une pochette, je trouve magnifique. Et, euh, et c'est marrant parce que si on m'avait dit que j'allais apprécier un groupe qui mélange à la fois le shoegaze, qui est un style voilà, j'aime pas plus que ça, j'aime My Bloody Valentine et Loveless de My Bloody Valentine, mais j'ai jamais vraiment plus creusé que ça, même à l'époque des groupes, quand ils étaient encore vivants, toute cette scène était vivace. Voilà, moi j'écoutais beaucoup de trucs qui venaient d'Angleterre, beaucoup de trucs qui venaient des États-Unis. J'ai jamais vraiment creusé, c'était pas le son qui me plaisait à l'époque. Et aussi, voilà, si on m'avait dit que j'apprécierais un groupe qui mélange ce style-là avec un autre style que je connais absolument pas, c'est-à-dire la house, et que je trouve ça imparable,
C'est voilà, je me serais sans doute marré qu'on me dise ça, mais toujours est-il que ça faisait partie vraiment, il y a un an ou deux, des 5 disques de l'année pour moi, que j'ai écouté quasiment en boucle. Voilà, donc je vous le conseille. Pale Blue, Maria, s'il faut commencer par un disque pour ce groupe-là, c'est celui-ci. Et là, bah, je vais finir parce que là, ça fait quasiment 40 minutes. Voilà. Donc, il y a très longtemps, j'avais acheté ce disque de heavy metal français. S'appelle Malédiction, en fait, qui était sorti dans les années tout début 2000, en fait. Le groupe s'appelle Malédiction, l'album s'appelle Condamné. Et un label brésilien l'avait sorti en LP. Il n'était jamais sorti en vinyle à l'époque. Donc peut-être un an ou deux après la sortie du CD, voilà, il y a eu ce pressage-là, qui est pas un pressage incroyable. Voilà, la pochette est absolument horrible, pixelisée. Ils ont pris le CD, ils l'ont augmenté. Enfin, ils ont fait tout ce qu'il fallait pas faire. Peut-être même le Glassmaster. En tout cas, le, le- 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 la source sonore de base, c'était sans doute le CD. Et donc, j'ai toujours été content d'avoir ce disque-là, il a été apprécié à peine 300 exemplaires, il me semble. En tout cas, voilà, j'étais content de l'avoir pour avoir un témoignage de ce groupe-là qui faisait ce son de heavy vraiment à l'ancienne des années 80, qui vraiment rappelle tous les groupes Devils Records et tout ça, au début on va dire, d'une décennie, la décennie 2000, qui était passé en fait du côté du néo-metal, du côté de la fusion et des choses qui moi personnellement me parlent absolument pas. Et voilà, ça faisait partie de ces groupes qui faisaient revenir à un héritage qui moi me parle plus, ayant grandi avec ces sons-là. Et donc il y a quelques années, il y a un label un label français qui s'est attelé à commencer à récupérer en fait les bandes et à essayer de convaincre les membres survivants du groupe, puisque malheureusement le guitariste est décédé depuis, mais le guitariste chanteur, c'est-à-dire son frère, plus les bassistes et les batteurs qui se sont succédés sont tous encore vivants. Ça a toujours été très compliqué les rééditions avec ce groupe, et il a enfin réédité ça dans une box set absolument démentielle. Donc c'est sorti sur Steel Shark Records. Et c'était en précommande. Voilà. Il y en a eu, en tout cas de cette version-là, il y en a eu peu. Je ne vais pas vous l'ouvrir. Dedans, il y a un bouquin, il y a un t-shirt, il y a le disque, il y a pas mal d'éphéméras. Bon, je suis pas trop Pokémon perso. Donc, ce genre d'objet, je trouve ça assez cool. Après, je cours pas après. Mais là, pour le coup, c'était, c'est un groupe important pour moi. Et, euh, et pour finir, en fait, le mix, il y a un remix et un remaster sur ce disque-là. Ils sont partis des bandes d'origine et c'est un boulot. J'ai eu l'impression de réécouter le disque vraiment à sa juste valeur, comme il aurait dû toujours être mixé, avec vraiment un, un état d'esprit vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire la batterie n'est pas triguée, on garde vraiment le côté analogique de l'histoire. Et donc suis vraiment très content que ce disque ait eu droit à une réédition. Il me semble en fait que la version LP classique Getfold, voilà, elle est disponible en distro, en VPC, enfin bon, voilà, fouillez sur l'internet. Et c'est un double LP, donc sur le premier disque, il y a les morceaux de l'album. Et je crois que sur le deuxième, il y a des lives et des versions démo, enfin voilà, des choses un peu classiques de ce type de raid. Euh, voilà, moi je suis très content d'avoir le LP. C'est surtout ça qui comptait. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que j'ai fait un petit peu vite et précipité, mais bon, voilà, c'est la première. Donc si jamais vous avez des commentaires, si jamais vous voulez préciser des choses ou même me demander voilà, des détails, j'ai peut-être pas cité certains titres ou même pas certains groupes, je ne sais pas.
Voilà, n'hésitez pas à me demander. En tout cas, je suis ravi de commencer à faire ces vidéos et voilà. La prochaine sera peut-être, sûrement même une vidéo thématique sur un style que j'affectionne particulièrement et qui est complètement invisible au sein de la VC française. Et voilà. Et donc, bah, je vous souhaite un bon visionnage et restez bizarre. Salut!